Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 6 juin 2023 et vient le moment de faire une vidéo pour un tour d'horizon du potager sur ce qui s'est passé au mois de mai et puis en ce début juin. Donc là vous connaissez maintenant un peu la configuration. Ici nous avons donc les planches de culture et de l'autre côté et bien derrière la maison nous avons les carrés potagers. Alors là, je vais m'avancer sur la première planche, qui est la planche qui reçoit en fait la culture des poireaux et des carottes. Il y a un cordeau de tendu, c'est parce que j'ai déjà fait un rang de 10 mètres de semis de carottes Sainte-Valérie. Et ma foi, ça a mis pas mal de temps à germer parce qu'il faisait chaud, donc évaporation très rapide du sol, même si c'était en fait bien arrosé. Et là, ça commence à sortir. Alors, ce qui est embêtant, c'est que j'ai des chats qui viennent gratter, donc du coup, je vais avoir de l'éclaircissage à faire parce que j'essaie de semer le moins dense possible, mais vous savez que bon, même si on essaye de semer le moins dense possible pour la carotte, il faut vraiment éclaircir. Et puis après, peut-être je vais avoir des trous et ça m'obligera peut-être à revenir un peu de temps en temps pour semer. Alors il fait beau, mais on a des orages qui passent, qui grondent et qui font un peu de pluie et parfois qui grondent seulement et qui tournent et qui ne viennent pas au-dessus d'où j'habite. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'ils annoncent toujours des risques de grêle. Alors vous voyez où j'ai encore les bâches qui sont en place au niveau des tunnels, je les laisse à moitié ouverte en fait, replier les bâches de sorte à ce que je puisse venir en cas d'urgence, nécessité absolue, pouvoir les rabattre pour protéger le peu de culture que je pourrais protéger d'un risque de grêle. Alors, bien entendu, ça fonctionnera si seulement les grêlons, si c'est de la petite grêle, si c'est du lourd. Mes bâches seront détruites. Vous voyez, par contre, celle-ci, au niveau des courgettes, elle est déjà retombée avec le vent. Bon, allez, on va s'avancer. On va aller regarder un petit peu ce que ça dit au niveau des courgettes. Alors, vous voyez, il y a encore des petits trous sur la bâche. Et bien là, j'ai fait il y a quelques jours un semis en pleine terre. J'ai hésité, mais je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer. J'hésitais parce que finalement les jeunes semis comme ça en pleine terre, ils se font vite bouffer là sur les bâches parce que les bâches en dessous, finalement ça crée un logis et les bestioles sont bien à l'abri. Et dès qu'il y a un petit peu de verre bien tendre, ça vient et ça mange. Alors par sécurité, j'ai mis 3-4 graines à chaque fois et on verra bien ce que ça donne. Alors là, j'ai les courgettes qui sont en place déjà maintenant depuis un petit moment, depuis le mois d'avril. Alors on a déjà cueilli des courgettes, on doit en être à peu près à 3-4 kilos. Donc ça marche pas mal. Culture normale en fait pour de la courgette. Sous tunnel, donc ça permet d'avoir une précocité et de pouvoir manger. On a pu commencer à manger de la courgette sur dans la deuxième quinzaine de mai, ce qui est plutôt sympathique. Après, derrière, nous avons les melons. Donc les melons charentais, c'est pareil, ils ont été mis assez tôt, donc un semis précoce. Ils ont quand même pas mal galéré. Et là maintenant, ils sont partis, belle floraison. Donc je ne les taille pas pour avoir de la précocité parce que finalement je suis quand même dans le sud-ouest, il fait quand même relativement beau, les températures sont pas mal et je me suis dit que j'allais pas tailler et je veux voir ce que ça donne. Si éventuellement je me rends compte que j'ai encore des melons un peu trop tardivement, peut-être que l'année prochaine je tenterai en fait la taille sur les premiers semis parce que j'ai 2 itinéraires de culture, un assez tôt et puis un autre qui arrive un peu plus tard en fait dans la saison. Donc j'ai déjà des petits melons, mais ils sont sous le feuillage et comme je filme tout seul, c'est pas évident. Je vais essayer de vous en trouver un. Bon là, on en voit un ici. Alors je sais pas si la mise au point va se faire. Après, j'en ai.
Ah mince, j'en ai vu. Et voilà, quand je les cherche, je les vois plus. C'est toujours comme ça en fait. Bon, je ferai une photo. Je vais faire des photos, comme ça sera plus simple et je vais les incruster dans la vidéo. Alors ici j'ai un pot renversé, c'est tout simplement parce que j'avais le thermomètre qui était en dessous avant pour mesurer la température, pour prendre la température, donc pour voir s'il faisait trop chaud ou trop froid. Ah là on en voit un qui est quand même pas mal. Voilà. Et puis là, en fait, donc là c'est les deuxième itinéraire, donc que j'ai mis peut-être un mois et demi après. Donc vous voyez, ils sont déjà beaux. Je trouve qu'en fin de compte, leur feuillage s'exprime beaucoup plus rapidement que les premiers que j'ai réalisés. Donc ce qui prouve bien que les températures, c'est vraiment quelque chose aussi dont il faut tenir compte. La précocité, c'est bien. Mais bien, en fait, il faut tenir compte des températures parce qu'on a aussi des plants qui végètent parfois quand il fait pas assez chaud, surtout pour la culture du melon. Alors le truc c'est que je suis dans le sud-ouest, il fait chaud, par contre les nuits sont vraiment très fraîches, on a des grosses différences d'amplitude de température et le melon en fait il n'aime pas trop. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai toute la palissade donc des tomates, donc cœur de bœuf et noir de Crimée. Alors cœur de bœuf, les bouquets en fait ils tardent à venir. Et il y a très très peu de tomates encore, finalement sur les pieds. Donc les pieds ont été nettoyés. Alors vous voyez, en fait, moi j'ai donc une culture qui n'est pas sur une tige unique. Je laisse partir quelques gourmands après que je palisse. Et bon, ça c'est de façon raisonnée, de sorte à ce que finalement essayer de trouver un compromis entre la culture en mode buissonnant et la culture en fait sur tige palissée en fait. Alors voilà, c'est un mix pour rechercher en fait la productivité et aussi un calibre agréable pour enfin un calibre correct pour les tomates. Alors il y a du bouquet, mais un petit peu moins quand même que la noire de Crimée par exemple. La cœur de bœuf, j'avais remarqué ça déjà les autres années, c'est un petit peu plus compliqué pour la faire venir. Après bon, j'aime beaucoup cette variété de tomates, donc j'en mets tout le temps. Là on a un pied donc de Paola, donc on voit il y a une belle grappe déjà. Là ici on a de la noire de Crimée, vous voyez il y a une qui commence à rougir. Elles sont déjà belles, hein. On est tout que début juin. Hein. Il ne faut pas que je me mette trop près parce que sinon je risque d'avoir une mise au point qui ne se fait pas correctement. Là on a encore un beau spécimen, une belle tomate. Alors sur les noirs de Crimée, j'ai eu de l'enroulage de feuilles et avec parfois des feuilles un peu tachées, desséchées. Donc il y a dû avoir un bon petit coup de stress quand même parce que je les ai mis en terre relativement tôt parce que finalement mes plants en fait sont arrivés trop tôt, j'ai fait un semis trop précoce et ce qui a nécessité une mise en terre aussi précoce parce qu'elles commençaient à s'ennuyer énormément en fait dans leur peau et montrer des signes de carence, donc j'ai préféré les mettre en terre. Bon, ça va que j'ai eu en fait un temps qui était pas trop catastrophique quand même malgré tout, mais ça a quand même pas mal stressé les tomates. Hein. Donc le calendrier c'est vraiment très important. Déjà cette année, déjà pour le calendrier de l'année prochaine, je l'ai déjà décalé de 15 jours. Après, ce que je ne savais pas, c'est que c'était ma première année donc de culture de mes semis sous ma serre mobile et je savais vraiment pas ce que ça allait donner et ça a vraiment super bien marché. Donc finalement voilà quoi, j'ai appris cette année et je vais corriger le tir pour l'année prochaine.
Alors, en termes de correction aussi de tir, ici nous sommes donc en présence donc des aubergines et des poivrons. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu la vidéo des aubergines et des poivrons, mais j'avais des aubergines vraiment avec un feuillage magnifique, extrêmement large, vigoureux, et j'ai été obligé de les mettre en terre vers la mi-mai. Et c'était encore trop tôt finalement pour les aubergines. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce que comme pour les tomates, elles commençaient à montrer des signes un petit peu de faiblesse. Je les sentais un petit peu trop à l'étroit en fait dans leur peau. Et je me suis dit, bon, la fenêtre météo est pas mal, je vais les mettre en terre, on va voir ce que ça donne. Alors, je pense que la fenêtre météo était correcte quand même, alors pas extraordinaire, mais correcte. Ce qui a été vraiment dur pour les aubergines, c'est qu'elles se sont fait bouffer leur feuillage par un tas de petites bestioles, et vraiment toutes les feuilles ont vraiment été quasiment bouffées. Tout ce qui était belle feuille a été quasiment bouffé, donc ça les a vraiment perturbées. Alors ce qui est dommage, vous voyez, en fait finalement quand on fait les choses un petit peu trop tôt, parce que on veut toujours essayer de tricher un petit peu sur la saison, on veut essayer de gagner sur la nature, eh bien c'est que finalement ma prêle n'était pas encore arrivée de façon suffisamment importante pour que je puisse y faire déjà mon petit purin de prêle. Et si j'avais pu en fait faire mon purin de prêle, j'aurais pu en fait balancer au pulvérisateur donc mon purin de prêle sur les feuilles des aubergines, et peut-être que ça m'aurait fait un bon répulsif. Alors ça, si on le fait, il faut le faire le soir, parce que c'est à ce moment-là en fait que tous ces petits insectes là qui viennent dévorer tout ce qu'ils trouvent en fait, parce que c'est le début de la saison, donc ils sont ultra voraces. On voit bien encore ici, hein, là je fais de l'ombre, mais vous voyez là par exemple, là c'est vraiment bouffé. Donc là mon purin de prêle il est prêt là maintenant, je vais pouvoir en pulvériser une petite dose ce soir, mais parce que ça revient quand même, hein. Voilà, j'avais des belles feuilles comme celle-ci en fait, mais là, on voit celle-ci, il faudrait que je la coupe d'ailleurs, ça sert à rien que je la laisse en fait, parce qu'elle me pompe de l'énergie sur le pied de la plante pour rien du tout, parce qu'elle va finir par crever de toute façon. Donc on voit déjà la présence de petits poivrons, hein. Eux, les poivrons ont davantage encaissé, ils se sont fait un petit peu moins manger, mais ils se sont quand même fait manger. Donc on voit ici donc du petit poivron. Alors il y a du jaune, il y a du rouge. Là aussi on en voit un, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est pas évident peut-être, hein, parce qu'ils sont cachés par les feuilles. Alors il y a quand même des fleurs d'aubergine, hein. On en voit ici. Voilà, là on voit une noire de Crimée aussi. Je reviens sur la noire de Crimée. Une tomate qui est en train de bien rougir. Après, derrière, eh bien, nous avons les tomates Roma qui vont servir pour tout ce qui est préparation des plats, pour sauce tomate, composition. Donc ça, c'est une culture en mode buissonnant. Donc ce n'est pas palissé, ça va se répandre sur le sol et ça va finir par recouvrir complètement la planche en fait petit à petit. Alors il y a des fruits, hein, donc il y a des tomates, mais elles sont cachées par le feuillage, parce que ça fait un feuillage vraiment très très dense, vous voyez. Et donc finalement je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Ce que je peux vous dire, c'est que les pieds sont vraiment très très forts. Les pieds sont vraiment gaillards. C'est des plantes qui sont vraiment en très très bonne santé, pour l'instant. Alors, en termes de prévention, quand il a fait trop humide et puis qu'il y a eu donc des averses, alors très peu d'averses aussi, hein, bien sûr, en ce moment l'eau c'est pas ça. Donc j'ai fait une pulvérisation de bicarbonate dosé à 5 grammes litre. Là ici nous avons les concombres. Donc ça c'est un premier itinéraire, donc il y a 3 palissades, donc il y a 3 itinéraires de sorte à décaler en fait les cultures. Donc les concombres se portent bien, il y a déjà de la floraison, du petit concombre en formation.
Ici, nous avons les pommes de terre. Pareil, les pommes de terre pour l'instant se portent à merveille. Très belle floraison. Elles ont une belle taille. Donc tout le travail qui a été fait pour enrichir le sol semble fonctionner. Donc en espérant que finalement que les pommes de terre soient aussi belles sous terre que ce que l'on voit donc sur la partie aérienne, parce que ça peut être trompeur, hein. Mais on verra bien. Donc là sur la fin les pieds et les plants sont plus petits parce que j'ai un cyprès ici qui gêne un petit peu, donc du coup c'est un tout petit peu plus petit. Alors comme je vous disais, j'ai fait une expérience aussi. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, hein, donc ça c'est de la Iona, donc c'est une pomme de terre qui est donnée pour une très haute résistance en fait au mildiou. Et j'ai une partie, vous voyez, donc là finalement sur cette partie là, les pommes de terre sont protégées par ce tunnel de l'humidité. Regardez la chaîne, je ne vais pas me répéter, vous saurez pourquoi. Regardez la playlist culture des pommes de terre. Et là, ici, donc, il y a des pommes de terre qui ont été mises en terre plus tard et qui ne sont absolument donc pas protégées. Donc, ce qui va me permettre de voir éventuellement la bonne résistance de cette pomme de terre lorsqu'elle n'est pas protégée en fait de l'humidité à cause de la rosée. Après, ici, qu'est-ce que nous avons? Hop, j'enjambe la culture. Ici, nous avons toute une planche en fait de culture avec du potimarron et du butternut. Donc la butternut en premier plan là, on la reconnaît, bon, notamment avec son feuillage qui est un petit peu moins expressif, moins large que celui donc du potimarron. Alors il y a 2 itinéraires de culture aussi, c'est pareil. Donc pour l'instant ça pousse merveilleusement bien. C'est pareil, travail du sol, amendement, tout ça ça porte ses fruits. On voit donc de beaux fruits en fait, de beaux potimarrons en formation. Alors après il va falloir se poser la question de canaliser peut-être un petit peu tout ça, parce que finalement je voudrais pas que ce soit non plus trop extensif, parce que ici, sur cette planche là plus tard il va y avoir donc la culture de tout ce qui est chou, et puis ici la culture de tous, pas de tout, mais des artichauts. Donc je vais voir un peu comment ça se développe, les formations des fruits, quand les fruits seront bien fixés, bien stables et pérennes sur le plan. Je vais sans doute donc couper de sorte à garder 5-6 potimarrons maximum par pied. Donnez-moi des conseils là-dessus sur ce que vous faites vous. Est-ce que ça finit par se réguler finalement automatiquement par rapport à votre expérience une fois que le pied a produit suffisamment de potimarron? Est-ce que ça se stoppe? Idem pour la butternut. Je sais qu'il y en a qui coupent, il y en a qui ne coupent pas, il y a différentes récoltes. Donc si vous pouvez partager votre expérience avec moi, ce serait cool. Ça me donnerait une indication. J'aime pas couper les plantes en général, mais bon, moi s'il le faut, hein, je le ferai. J'avais déjà envisagé ça, hein. Là ici, il y a le figuier que j'avais planté à l'automne. Donc j'ai mis pas mal de déchets végétaux, en fait. Et là il me restait des pieds de melon. Alors je me suis dit tiens, vu que maintenant il y a pas mal de personnes qui font la propagande qu'on peut finalement cultiver des légumes sans eau, je me suis dit tiens, je vais mettre au lieu de les foutre à la benne, je vais les mettre ici pour voir. Bon là il y en a un qui a un peu rescapé encore là. Voilà, donc ça tire vraiment à la tranche. Quand on les voit en fait, quand on voit la grosseur de celui-ci là, par rapport à ce que vous avez vu de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est sans eau ajoutée, juste l'eau du ciel. Par contre, quand je les ai mis,
j'ai quand même arrosé à plusieurs reprises pour essayer de les faire partir, hein, pour que ça prenne. Hein. Mais voilà, donc des légumes qui sont composés à peut-être 90% d'eau, les cultiver sans eau, ça frise vraiment la croyance populaire. Mais bon, je sais que il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans ce monde un peu perdu, qui ont un besoin de croyance et de croire à beaucoup de choses. Donc voilà, la croyance populaire, c'est à la mode en ce moment. Désolé, je veux blesser personne, mais il faut de l'eau pour cultiver des légumes. C'est indispensable. Bien sûr, et il faut faire des arrosages raisonnés, mais c'est vraiment totalement indispensable. Ou alors, faut pas cultiver en fait. Hein. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui se lancent aussi dans le potager et qui pourraient en fait être en situation d'échec en s'imaginant des choses qui sont totalement fausses. Donc là ici c'est mes oignons que j'ai mis un peu tardivement donc cultivés sur un cercle. Donc c'est la première année que cette partie-là est cultivée, donc j'ai encore pas mal de prêles qui poussent, vous voyez, pas mal de choses. Donc là la terre était assez sèche, donc j'ai pas pu en fait désherber, mais là maintenant je vais pouvoir le faire. On a eu une petite pluie hier qui a duré un petit moment, donc je vais pouvoir désherber tout ça, faire propre. L'oignon il n'est pas très exigeant, mais quand même, il ne faut pas qu'il soit trop en concurrence. Alors après la prêle, ça a des racines extrêmement profondes, donc c'est pas sur les mêmes strates du sol au niveau de la recherche de nutriments. Et les oignons, c'est pareil, hein, c'est aussi une culture qui a aussi besoin d'un peu d'eau. Hein. Là vous voyez, ici sinon j'ai mes parties en fait des gros bacs à compost. Donc là j'ai taillé un peu de la haie. Donc je mets ça à composter de façon grossière. Ici j'ai mon petit stock de bouteilles qui me sert donc au démarrage de mes semis quand je les mets en extérieur. Au démarrage de mes semis pour plutôt protéger mes plants. Et puis là il y a eu du broyage de fait que je peux pas répandre sur les cultures, donc je l'ai mis en fait dans cette partie donc du bac à compost. Et là il y a un peu de feuilles encore à mettre en place. Là c'est des herbes sauvages que j'ai laissé pousser. Et puis comme vous pouvez le voir aussi, là c'est toute la partie prairie en fait. Hein. Tout ça c'est de la prairie. Donc il y a pas mal d'insectes, de papillons. Allez, on va aller de l'autre côté, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, ici j'ai un deuxième cercle en fait, où j'ai un peu d'œillet d'Inde. J'avais mis un peu de maïs, mais je pense que je vais le virer le maïs parce que de toute façon ça a besoin de tellement de flotte. Quand je vois le maïs qui a été mis dans les champs, à quelle hauteur il est, alors qu'il a été mis après le mien là. Donc soit en fait les semences n'étaient pas terribles, mais en tout cas ça fait 2 années de suite que ça végète, ça donne pas grand chose, donc je vais pas m'embêter avec ça. Je vais pas essayer de les conserver en les arrosant pour finalement ne pas pouvoir récolter d'épis de maïs. Donc là les tomates qu'il y a ici, eh bien c'est de la Paola, donc c'est de la précoce. Donc la Paola je vais la laisser filer directement sur le sol, tout simplement. Alors c'est dommage, j'ai plus de broyat, mais sinon j'aurais pu y mettre du broyat pour éviter qu'elle soit directement en contact avec le sol. Je vais sans doute acheter une botte de paille pour faire le job. On va voir ça, je vous dirai ça après dans les prochains épisodes, vous verrez ça. Je ne sais pas si j'en ai parlé là, mais vous voyez bien sûr, hein, vous l'avez vu, mais j'ai mis pas mal de broyat. Hein. Donc il y a du broyat pour me permettre en fait de circuler aisément entre les allées. Puis ce broyat il va se décomposer tranquillement. Puis quand il sera pas trop mal décomposé, il me servira d'amendement pour mes planches. Et en dessous, donc il y a du géotextile. Hein. Avant il y avait pas ça, donc c'était de l'herbe qui poussait et ça m'obligeait donc à passer la tondeuse entre. Et là maintenant avec les arceaux,
Et donc les bâches tissées, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, on a la partie jachère fleurie. Donc premier test cette année, très concluant. Ça donne vraiment de la couleur et de la gaieté en fait dans le jardin. Alors, il y a des coquelicots, ça c'était un peu sauvage, hein, ils sont revenus naturellement, hein, parce que les graines devaient être enfouies quand j'ai passé un petit coup de motobineuse. Et là, on a donc du lin. Donc c'est des graines de lin qui ont été semées en rang. La première fois, je les ai semées à la volée, j'ai passé un coup de rouleau dessus. Et finalement, les graines sont très très claires et elles se sont fait toutes manger en fait par des oiseaux que j'avais encore jamais vus. Et pourtant, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici, donc c'est assez surprenant en fait. J'en revenais pas. Donc, est-ce qu'il y a des oiseaux qui finalement finissent par venir en fonction de ce qu'ils trouvent à manger? Et une fois qu'ils avaient mangé toutes mes graines de lin, et ben ils sont repartis comme ils sont venus. Vraiment surprenant. Donc là on a la partie graminée. Donc ça a été replanté à l'automne, hein. C'est des touffes qui ont été divisées. Là on a de nouveau et ben, la petite partie jachère fleurie, l'autre petite partie jachère fleurie. Bon, c'est vraiment très sympa ces petites ces jachères fleuries. Moi j'aime beaucoup. Et là ce matin il y avait des graines de lin ici. Vous voyez ici les tiges sont plus hautes parce qu'elles ont plus de lumière. Et donc il y avait des fleurs qui avaient éclos. Et là, elles ont dû faner parce que ça fane très très vite en fait. Elles sont tombées, ça a une durée de vie vraiment très 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 courte. Ici vous pouvez voir l'allée qui mène à la maison. Donc tout le long, sur à peu près une trentaine de mètres, il y a de l'agora. Donc l'agora pousse très bien ici chez moi et les abeilles adorent ça. Le matin, toutes les abeilles sont là-dedans. Ici, nous avons les framboisiers qui se portent merveilleusement bien. On a commencé à manger quelques framboises, mais vraiment bon, très léger, à peine une dizaine. Mais elles étaient déjà très goûteuses. Là, j'ai mon saule crevette qui aurait besoin d'être taillé, mais en fait, il plaît comme ça à ma femme. Donc elle m'a demandé de ne pas y toucher. Ben, du coup, j'y touche pas. On verra ça plus tard. Ça lui plaît. Il est beau. Il y a pas de feuilles sèches, donc ça veut dire qu'il a encore bien de l'humidité. Ça va. On va gérer ça tranquillement. Là, vous voyez, j'ai un peu de sauge, de l'agora derrière, du millepertuis qui est en fleurs. Là, on a du lys qui va pas tarder à fleurir. Ici, on a un pied de poivron qui me restait, que j'ai décidé de cultiver en pot. Voilà. Derrière, on a le basilic, qu'il va falloir commencer à étêter, parce que là, les tiges sont déjà en train de s'allonger. J'avais dit que je ferais une petite vidéo là-dessus. Il faut vraiment que je m'en occupe. Ici, on a encore un lys qui va pas tarder à s'ouvrir. Là, ici, eh ben, j'ai beaucoup de chiens-dents. Et parmi le chien-dent, j'ai des petites fleurs. J'ai de la capucine aussi. Donc ça, c'est du semis. Et j'ai fait du semis à la volée d'œillets d'Inde. Donc j'attends que les œillets d'Inde poussent et montent un peu plus haut. Ah bah là, j'ai un noyer qui pousse, je l'avais pas vu. Ça, merci les écureuils, encore une fois. Et donc il va falloir que je mette un bon coup de cercloir là-dessus. Puis il y a les graminées que j'ai protégées en fait pour essayer de gagner un peu en humidité. Et puis de pousses de mauvaises herbes. Là on a le chèvrefeuille, donc qui est superbe, qui a été complètement taillé en fait au début du printemps.
Et il est déjà complètement reparti. Il est magnifique. Alors, regardez ce que nous avons ici, là. Ça butine. Et là, nous sommes devant la petite planche, devant le petit carré potager où j'avais fait un semis de persil. Et ben, vous voyez où il en est. Totalement ridicule. Il est complètement étouffé, en fait. Il est étouffé par les forsythias. Et aussi par la haie, qui est un peu trop haute. Il va falloir que je la réduise. Même les fraisiers qui sont dans le fond, ils rament, en fait. Hein. Donc, bon, après, ceci dit, c'est leur première année, c'est normal. Ça va être un peu plus lent pour eux. Donc la ciboulette a très bien fleuri. Là par contre la ciboulette elle se plaît. Donc il va falloir que je la taille pour la faire repartir. Et puis là le persil, je sais pas, peut-être qu'il va finir par donner un moment, on verra bien. Mais il n'y aura pas de persil cette année, puis c'est tout. Là j'ai mon sol pleureur que j'aime beaucoup, mais qui m'a fait un petit caprice là encore une fois cette année. L'année dernière il l'avait pas fait. C'est que je suis parti 4 jours, tout allait bien et je reviens. Je vois plein de feuilles au sol et tout. Alors, je me suis dit c'est pas vrai, il a encore chopé la tablure. Donc eh bien, pour éviter que toutes les feuilles ne tombent, eh ben, j'ai fait un traitement bouillie bordelaise. Pas le choix. Et là on s'avance vers les carrés potagers. Vous voyez là, il y a aussi du petit millepertuis, du nain. Un beau romarin aussi. Là ici on a les fuchsias qui sont un peu plus à l'ombre, qui vont pas tarder, même commencer à être en floraison déjà. Voilà. Là on a de l'érable, du Japon, de la bélia, un peu de graminées, un bouleau pleureur. Et encore un érable du Japon. Et là on arrive sur les carrés potagers. Donc là on a les poireaux. Donc dans un mois normalement si tout va bien, ils sont donc en terre à côté des carottes. Là on a encore du radis dont le feuillage s'est complètement fait bouffer par les petites bestioles. Donc j'en ai aussi derrière, donc là c'est les derniers parce qu'après il va faire trop chaud. Ici, eh bien, donc j'ai les oignons qui poussent vraiment très très bien. Donc normalement la récolte devrait avoir lieu sur la deuxième quinzaine de juillet. Donc il y a trois carrés, un ici et deux autres en fait dans le fond. Là on a donc les haricots. Donc là c'est des haricots marbrés, donc un peu violacés. Donc ils ont la particularité, semble-t-il, d'avoir une cueillette plus facile car les gousses poussent bien au-dessus des feuilles. Donc c'est une première pour moi, donc j'ai testé. Donc là le semis a été fait lorsque j'avais encore le tunnel en place. Par contre ça a été compliqué parce que je me suis fait vraiment bouffer les feuilles, vraiment les jeunes pousses par les limaces. C'était un peu compliqué. Mais bon, ça a fini par pousser quand même. J'ai fait une vidéo, il faudra la regarder, je vous dis comment j'ai procédé. Là donc c'est un deuxième carré potager avec aussi donc des haricots. Alors on n'est pas sur la même variété. Et là celui-ci, voilà, j'ai fait un semis il n'y a pas très longtemps. Il y a la vidéo qui est en montage, ça devrait pas tarder à sortir. Et puis là c'est les fraisiers. Ce carré de fraisiers, mais il a donné cette année. Les fraisiers sont de l'an passé. Donc ils m'ont fait plein de gourmands que j'ai laissé pousser en fait. Et donc finalement ils se sont enracinés. D'autres que j'ai gardés et que j'ai mis ailleurs. Alors, on les a vus tout à l'heure en fait. Et ça a donné, mais alors, on est sur 1,70 sur 1,70 à peu près. On a dû faire 10 kilos de fraises, tellement que ça a donné. Et puis là, on a donc
la petite casquette avec les tomates Paola en dessous. Tomates Paola qui ont souffert quand même parce qu'elles ont été mises en terre au 1er avril. Et il a fait le 1er ou le 4 avril. Et il a fait froid. Après, finalement, j'ai fini par faire les manchons. Peut-être que vous avez vu la vidéo. Ça les a vraiment protégés, ça les a aidés. Mais bon, il y a quand même du bouquet. Et il y a de la tomate. On n'en est qu'au début. Hein. Ça va grimper encore. Et puis vous voyez que moi, comme même principe. En fait, je ne fais pas une culture sur tige unique. Hein. Là, je laisse volontairement des départs pour me faire des petits bouquets sur le bas. Une fois que j'aurai un bon petit bouquet sur le bas, je vais étêter. Et puis comme ça va me permettre de venir en fait regarnir un petit peu le pied. Alors ici, j'avais gardé des gourmands volontairement pour vous montrer comment je faisais, mais finalement c'est pas facile en tenant l'appareil, c'est impossible même à faire une démonstration. Donc le principe en fait il est simple, hein. C'est que vous voyez, je coupe toutes les tiges, pas toutes les tiges, toutes les feuilles en fait qui sont le long de la tige. Je coupe la tête qui est au-dessus du bouquet et je laisse juste en fait une feuille au-dessus du bouquet pour inciter la sève à monter, exactement en fait comme on voit ici. Voilà. Ce qui me permet de regarnir un petit peu le pied quand finalement la plante n'a pas pu faire des bouquets sur les 20-30 cm par exemple. Donc on a les salades aussi. Mais bon, cette variété elle commence à avoir chaud. Et puis derrière on a les bêtes. Voilà. Et puis vous voyez en fait je stocke, je mets ma mousse ici, ça me permet de recouvrir par la mousse que je prélève du gazon, ce qu'il en reste en tout cas. Je la stocke ici, ça m'évite de voir la bâche. En fait, quand je dis stocker, je la stocke pas, je la répands tout simplement. Ça m'évite de voir la bâche et puis ça me protège ma bâche des UV et ça va me prolonger d'autant plus sa durée de vie. Et donc ce qu'il va y avoir après à côté, en fait, finalement, c'est la betterave. J'ai déjà des semis qui sont en cours là-dessus. Vous voyez, j'ai taillé en fait les végétaux qui sont sur le côté, donc de la structure bois, parce qu'il me faisait vraiment beaucoup trop d'ombre. Voilà les amis, cette vidéo va bientôt se terminer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Puis oui, je laisse aussi cette partie là-bas, un peu dans le fond là, en jachère pour voir un peu ce qui pousse, les coquelicots qui reviennent. Mais je vais un peu attendre parce que de toute façon, là c'est la partie où j'ai mon assainissement individuel et j'ai pas mal de graines dites de mauvaises herbes qui remontent continuellement. Et donc c'est une partie, là c'est impossible de faire du gazon. De toute façon là je suis en train de remettre en question un peu cette histoire de gazon parce qu'avec le réchauffement qu'on a climatique, les changements climatiques, en moins de 2 c'est complètement sécos. Donc là ce que j'imagine c'est y venir y passer un coup de motoculteur à l'automne et puis peut-être au printemps un deuxième coup de motoculteur et je vais faire des allées et je vais semer en fait de la jachère fleurie. Je vais essayer de faire quelque chose dans ce sens. Voilà les amis, je vous dis ciao et à une prochaine.